Au cœur de la cour fastueuse de Louis XVI, où l'intrigue se mêlait au plaisir et où la faveur valait bien un sceptre, s'éleva la figure du comte de Vaudreuil. Gentilhomme accompli, courtisan raffiné, il fut tout à la fois un acteur du jeu subtil des influences et un homme d'esprit, maître dans l'art de plaire et de se rendre indispensable. Ni ministre, ni général, ni philosophe, il incarna ce que Versailles produisit de plus achevé. Un seigneur dont l'élégance valait pouvoir, dont l'amitié valait position, et dont le goût du faste et des arts égalait celui des princes eux-mêmes. Issu d'une lignée illustre, le comte de Vaudreuil fut d'abord destiné à la carrière militaire, mais le tumulte des armes ne séduisit guère un homme plus enclin aux conquêtes de salon qu'aux batailles rangées. C'est dans l'ombre bienveillante de la favorite royale, la duchesse de Polignac, et sous le regard indulgent de la reine que son étoile brilla. Homme de théâtre à Trianon, conseiller discret des grands, mécène prodigue, il participa aux intrigues qui firent et défirent les ministres, et se fit le protecteur des siens avec cette assurance propre aux courtisans qui ne douta jamais de leur place. Mais au-delà des faveurs et des honneurs, il fut aussi le symbole d'un monde à son apogée, insouciant de l'orage qui grondait à l'horizon. Dépensier sans mesure, jouisseur élégant, il puisa dans les caisses royales avec la même facilité qu'il distribuait ses largesses. Il crut, peut-être, que l'éclat de Versailles suffirait à conjurer la tempête. Cette première partie s'attache à retracer son ascension au sein de cette cour où tout se jouait dans l'ombre des boudoirs et dans la lumière des fêtes. Comment un homme sans titre de prince put-il régner sur les cercles les plus exclusifs? Comment se fit-il à la fois l'ami des plus grands et l'arbitre des intrigues? Comment, enfin, un courtisan qui paraissait intouchable finit-il par voir le destin se refermer sur lui, comme sur tout un siècle finissant? Monsieur le comte, l'on vous a souvent dépeint comme l'un des derniers véritables courtisans, non de ces flagorneurs sans esprit qui peuplaient les antichambres, mais de ces hommes qui savaient faire de la grâce un art, de l'éloquence un ornement et de la fidélité un devoir. Or, voici que la Révolution, dans ses prétentions à rebâtir le monde, a cru anéantir cette espèce singulière, ce personnage façonné par les siècles et perfectionné par Versailles. Dites-moi, monsieur, le courtisan a-t-il vraiment disparu avec l'Ancien Régime? Ceux qui ont cru à l'extinction du courtisan sous les coups de la guillotine et du fer révolutionnaire ont, je le crains, mal jugé la nature humaine. L'homme qui vit auprès du pouvoir, quel qu'il soit, apprend tôt ou tard que plaire est une nécessité et que s'effacer pour mieux s'insinuer est une science. Que l'on nomme maître un monarque absolu ou un peuple souverain, toujours il se trouvera des âmes flexibles, des esprits ingénieux qui sauront capter la faveur, flatter l'instant, se faire indispensable en paraissant discret. Ce qui a péri, madame, ce n'est point la flatterie, mais le cadre enchanteur qui lui donnait son lustre et sa noblesse. Vous parlez, monsieur le comte, comme si l'éclat de Versailles avait suffi à donner quelque légitimité à ce que d'aucuns nommeraient une comédie servile. Que voilà un mot bien sévère. Servile, la cour? Mais la servilité est de tous les temps et de toutes les sociétés. Ce qui change, c'est la manière de la masquer. À Versailles, nous avions au moins l'élégance, nous avions l'esprit, nous avions ces usages raffinés qui donnaient aux ambitions un vernis d'héroïsme et au calcul un charme délicieux. Dites-moi, que préfère-t-on? Un maréchal de Richelieu qui dissimulait sous un rire un coup de poignard, ou ces nouveaux ambitieux d'aujourd'hui, vêtus d'une austérité hypocrite, déclamant la vertu d'un ton qui trahit la bassesse de leur dessein? Vous défendez donc le courtisan du siècle dernier comme un être d'honneur, un protecteur des arts, un homme d'esprit et de goût? Comment pourrais-je ne point le défendre, lorsque je fus moi-même de ceux qui firent de la cour un théâtre où la beauté de l'âme se mariait aux agréments de la conversation? Ce que vous appelez flatterie était, chez nous, un raffinement, une délicatesse, une politesse suprême, qui savait embellir le plus modeste compliment et donner aux grandeurs un lustre immortel. Il est vrai, monsieur le comte, que l'on vous a vu protecteur des beaux-arts, mécène des plus grands talents de votre temps, et qu'en cela, votre rôle différait de celui des flatteurs ordinaires. Ah, madame,
Faut-il donc toujours justifier la passion que l'on eut pour la beauté? Si j'ai honoré les arts, ce fut par inclination sincère, par amour véritable des chefs-d'œuvre et non par simple calcul. J'ai vu les peintres, les musiciens, les poètes comme les véritables souverains d'un royaume d'harmonie où le bon goût régnait sans partage. Qu'êtes-vous devenu, ô cour de France, toi qui fus l'ami de la musique et du pinceau, de la lyre et du marbre? Aujourd'hui, l'on se méfie du luxe, l'on condamne le faste, et dans cette âpre simplicité révolutionnaire, l'on croit trouver la grandeur. Mais quelle gloire y a-t-il à mépriser ce qui fit jadis la splendeur des rois? Vous parlez avec une mélancolie presque attendrissante du monde disparu. Mais ne voyez-vous pas qu'il fut lui-même responsable de sa chute? Je suis trop honnête pour nier que notre siècle a souffert de ses excès, que la légèreté portée à son comble nous a rendus aveugles, insouciants, peut-être même coupables. Nous avons cru que la fête ne finirait jamais, que le parfum des roses suffirait à éloigner l'orage. Mais devions-nous pour autant tout renier, tout détruire? Voyez ce que la Révolution a fait. Elle a remplacé l'élégance par la brutalité, l'intelligence par la démagogie, le raffinement par l'aridité. Mais les idées nouvelles ne vous semblent-elles point mériter quelque considération? Il ne s'agit point de condamner la pensée, mais bien les moyens par lesquels on l'a imposée. La liberté, qui aurait pu être un baume, est devenue un glaive. L'égalité, qui aurait dû être une harmonie, s'est faite nivellement barbare. L'on a cru qu'en effaçant le passé, l'on purifierait l'avenir. Hélas, l'homme reste l'homme, et les tyrans d'hier cèdent toujours la place à ceux de demain. Vous voyez donc la Révolution comme un changement de masque plus qu'un véritable bouleversement? Précisément, madame. Les hommes du jour ne font que reprendre, sous un habit neuf, les travers de leurs prédécesseurs. Hier, l'on conquérait les faveurs d'un roi. Aujourd'hui, l'on cherche à s'attirer celles du peuple. Mais au fond, qu'a-t-on changé, sinon les symboles et les manières? L'homme de cour savait plaire à son maître, l'homme de la Révolution sait flatter l'opinion. Que l'on se pare de pourpre ou que l'on se drape dans l'austérité républicaine, il s'agit toujours du même jeu, du même art, du même désir d'ascension et de puissance. Monsieur le comte, voilà un propos qui ne manquera pas de faire murmurer quelques âmes rigides. S'il est un plaisir que l'on ne peut m'ôter, c'est celui de troubler les esprits étroits et de rappeler aux hommes que, sous le velours ou sous la bure, sous la perruque poudrée ou sous le bonnet phrygien, leur essence demeure la même. Ils aiment le pouvoir, ils aiment briller, et surtout, ils aiment être flattés. Monsieur le comte, votre nom résonne encore dans les annales de notre temps, non point tant pour quelque gloire militaire éclatante, mais pour cette place singulière que vous occupâtes à la cour et dans l'entourage de la reine. Votre ascendance illustre vous prédestinait pourtant à la carrière des armes. Or l'on dit que vous n'y montrâtes qu'un zèle mesuré. Était-ce manque d'inclination ou simple reconnaissance d'un monde en mutation? Il est vrai que le sang des Rigaud portait en lui l'éclat des charges militaires et des commandements d'outre-mer. Mais il est des âmes que le fracas des batailles attire moins que le murmure des salons. J'eus l'honneur de servir sous le prince de Soubise durant cette malheureuse guerre de 7 ans, et je ne disconviens point que le théâtre de la guerre ne me séduisit guère. Il faut, madame, une certaine férocité pour se plaire aux rigueurs de la campagne, une insensibilité propre à celui qui fait métier du péril. Peut-être étais-je mieux fait pour ces autres joutes, celles de l'esprit, celles où la parole et la grâce l'emportent sur la poudre et le canon. Vous ne sauriez toutefois nier que votre naissance vous plaçait sous l'œil scrutateur d'un monde où l'excellence militaire était encore le chemin le plus sûr vers la faveur. Ne fûtes-vous point tenté de forcer votre nature? Ah, madame, les traditions, si augustes soient-elles, sont des maîtresses impérieuses, mais l'inclination de l'âme demeure la plus forte. J'ai porté l'épée, j'ai servi, j'ai obéi aux devoirs que mon nom m'imposait, mais je n'ai jamais fait illusion sur ce que je désirais véritablement. Voyez-vous, la guerre est un art qui exige une discipline absolue, une patience dans l'ennui des manœuvres, une vigueur que je n'avais point dans l'âme. Ce n'est point que je fusse indifférent à la gloire, qui ne l'est pas, madame, mais je la concevais autrement, plus douce,
plus civilisé, paré des ornements de l'intelligence et de la conversation. Était-ce donc cela, monsieur, qui vous attira plus sûrement vers la cour que vers le champ de bataille? Assurément, madame. La cour, ce n'était point seulement l'antichambre du pouvoir, c'était aussi l'académie suprême du bon goût, le théâtre où se jouaient les passions avec élégance, où la faveur ne s'arrachait point par le sabre, mais par l'esprit. Certes, les âmes guerrières y étaient respectées, mais que valait la victoire sans la manière de la raconter? L'homme de guerre pouvait espérer une auréole de grandeur. Le courtisan savait lui donner une forme, la ciseler, en faire un récit immortel. Et c'est ainsi que vous devîntes l'un des compagnons les plus intimes du comte d'Artois, et, dit-on, un fidèle serviteur de la reine Marie-Antoinette. Que voilà une époque bénie et si injustement décriée. Oui, je fus des cercles qui entouraient le frère du roi. Oui, je fus de ceux qui surent reconnaître dans la reine non point seulement une souveraine, mais une femme exquise, dont la grâce éclipsait les grandeurs. Marie-Antoinette aimait le bel esprit, elle aimait ces hommages délicats qui n'étaient des points simples flagorneries, mais des hommages où se devinait une admiration sincère. Et si l'on m'a vu auprès d'elle, ce n'était point par vaine ambition, mais par goût véritable pour la finesse et la conversation, par ce plaisir de voir réunis dans un même cercle le pouvoir, l'intelligence et l'élégance. Mais, monsieur le comte, la postérité vous reproche parfois cette fidélité excessive à ce que la Révolution devait bientôt balayer. Madame, les hommes nouveaux aiment à railler ce qu'ils ne comprennent pas. Ils nous croient frivoles parce que nous fûmes légers. Ils nous croient aveugles parce que nous sûmes rire. Mais croyez-vous que la gravité ait empêché la chute? Croyez-vous que la Révolution ait été moins cruelle parce qu'elle s'armait du sérieux et de la vertu? J'ai vécu en un temps où l'on savait être heureux, et ce bonheur, loin d'être coupable, était un hommage à la vie. Fallait-il pour autant nier les tempêtes qui s'annonçaient? Sans doute aurions-nous pu être plus sages, plus attentifs aux murmures lointains du peuple. Mais que pouvions-nous contre cette lame de fond qui emportait tout? Vous le dites vous-même, monsieur, les signes avant-coureurs étaient visibles. N'eût-il point été possible d'orienter différemment les choses? L'on peut orienter un fleuve, mais l'on n'arrête pas un torrent. La cour de Louis XVI s'était allégée de ses chaînes, elle s'était parée d'une insouciance nouvelle, elle croyait que l'amitié et la grâce suffiraient à apaiser un peuple qui grondait. Hélas, elle se méprenait. Ce n'est point en oubliant la politique que l'on conjure les révolutions. Que pouvions-nous faire, sinon continuer d'être ce que nous étions, témoins et acteurs d'une époque raffinée, sans doute trop lointaine du tumulte des foules, mais dont la mémoire, j'ose le croire, ne disparaîtra jamais tout à fait. Monsieur le comte, vos paroles portent l'écho d'un monde perdu, mais aussi celui d'un homme qui sut en capter l'essence. Si j'ai vécu en courtisan, j'espère avoir parlé en homme d'honneur. Il ne me reste que cela, le souvenir d'un siècle qui s'acheva en tragédie, mais qui, avant de disparaître, brilla d'une lumière incomparable. Monsieur le comte, il est dit de vous que si d'aucuns cherchaient leur gloire dans le bruit du canon et les éclats de la guerre, la vôtre se trouva ailleurs, dans les salons feutrés de Versailles, où votre nom brilla parmi les plus fins esprits et les plus habiles courtisans. La guerre finie. Vous n'avez point suivi vos compagnons d'armes en Amérique ou en Russie. Était-ce indifférence aux batailles ou bien conscience d'un autre destin? N'allez point croire que je méprisasse la guerre, mais elle me parut toujours une entreprise grossière, une science rude où le raffinement n'avait que peu de part. Je laissais donc volontiers aux âmes plus belliqueuses le soin de charger au son du clairon et de chercher fortune dans la fumée des batailles. Pour moi, Versailles était un champ de bataille d'un autre ordre, où l'art du mot juste valait bien l'habileté au maniement de l'épée. Voyez-vous, madame, un gentilhomme peut se faire un nom par les armes, mais il peut aussi se distinguer par son esprit, par son goût, par son adresse à captiver un cercle choisi. Je pris ce parti, non par lâcheté, mais parce que j'y trouvais un charme plus sûr et des conquêtes plus exquises. Votre fortune, acquise par vos parents, vous permit sans doute d'embrasser cette vie de cour avec une magnificence rare. L'on dit que vos richesses, venues de Saint-Domingue, ajoutèrent à votre éclat. Ah, madame,
Ce siècle fut celui de la splendeur, et la richesse en était l'ornement naturel. Certes, la mort de mes parents me laissa une fortune considérable, et j'eus à cœur d'en faire un usage digne des traditions de ma maison. Je n'étais point de ceux qui amassent, mais de ceux qui répandent. Mais croyez-moi, l'or seul ne suffit point à donner du lustre à un homme. Il est de grands financiers dont les coffres regorgent et qui ne sauraient obtenir l'ombre d'un regard dans un salon. L'aisance matérielle n'est qu'un instrument. Il faut encore savoir en jouer, le manier avec goût, l'accorder à l'harmonie d'un siècle où tout se jugeait à l'élégance des manières. Et, à vous entendre, il semble que vous maîtrisiez cet art mieux que nul autre. L'on vous a décrit comme un modèle de galanterie et de conversation. Un homme dont le nom, dans les cercles de la cour, évoquait une politesse exquise et une grâce incomparable. Madame, vous me faites trop d'honneur. Mais il est vrai que j'appris de bonne heure qu'un sourire bien placé, qu'un compliment tourné avec délicatesse, valait parfois plus qu'une charge à la tête d'un régiment. La politesse, voyez-vous, n'est pas une simple affaire de convenance. C'est un art de vivre, une façon d'élever chaque instant, de donner aux mots une caresse, aux gestes une finesse qui enchante plutôt qu'elle ne contraint. Je suivis donc cette maxime d'un vieux courtisan, dites du bien de tout le monde, en attendant l'occasion. Voilà un conseil que j'ai toujours pratiqué avec ardeur. Et cet art de plaire s'exprimait non seulement dans les salons, mais aussi dans ces jeux de société où vous excelliez. L'on vous vit briller sur les scènes privées de la cour, rivalisant avec les plus grands acteurs. Ah, madame, si je ne fus point un héros de bataille, du moins eus-je le bonheur de figurer parmi les héros des salons et des spectacles. Le théâtre de société était alors en grande vogue, et il fallait, pour y exceller, non seulement une voix bien posée et un maintien noble, mais aussi cette aisance du badinage qui fait qu'un simple madrigal semble un chef-d'œuvre. J'eus l'honneur d'être proclamé par Grimm comme l'un des meilleurs acteurs de Paris, et cette louange me toucha, non point tant pour la vanité du titre, mais parce qu'elle témoignait d'une époque où l'esprit était roi, et où savoir-dire était presque aussi grand que savoir-faire. On vous comparait même à l'Écaïne, ce monstre sacré du théâtre. La princesse des nains, en effet, eut ce mot charmant. Il n'est que deux hommes qui sachent parler aux femmes, l'Écaïne sur la scène et Monsieur de Vaudreuil à la ville. Ah, madame, voilà le genre de laurier qui flatte plus que toutes les médailles militaires. Mais que voulez-vous, j'aimais à donner aux mots un éclat, aux regards une signification, aux entretiens un soupçon d'infini. Parler aux femmes, ce n'est point seulement leur adresser des compliments, c'est savoir deviner leurs pensées avant qu'elles ne les expriment. C'est entendre ce qui n'est pas dit et comprendre ce qui n'est que suggéré. Vous aviez donc fait du charme un art, du langage une arme, du badinage une science? Madame, en un siècle où tout était grâce, il fallait bien que nous fussions gracieux. Versailles n'était point un camp militaire, c'était un ballet où chacun avait son pas à jouer, son rôle à tenir. J'y fus acteur et je crois n'avoir point démérité. Mais voyez-vous, les révolutions méprisent ce qu'elles ne comprennent pas. L'on nous accusa de futilité, d'aveuglement, de n'être que des ombres peintes sur les ors des palais. Peut-être. Mais enfin, madame, si nous étions des ombres, nous étions du moins des ombres lumineuses, et si nous avons dansé sur un volcan, nous l'avons fait avec une élégance qui manque fort aux orateurs enragés qui nous ont succédé. Monsieur le comte, vous parlez d'un monde disparu avec une tendresse qui touche. Il m'arrive de penser, madame, que ce n'est pas tant nous qui avons disparu, que la lumière que nous portions. Nos voix se sont tues, nos plaisirs ont été moqués, nos manières effacées. Mais qui sait si un jour, sous un autre ciel, dans une autre époque, l'on ne regrettera point ces riens charmants qui faisaient l'âme d'un siècle, car, madame, le génie d'un peuple ne réside pas toujours dans ses victoires militaires ni dans ses constitutions. Il est parfois dans la manière dont il sait sourire, dont il sait parler, dont il sait aimer. Monsieur le comte, il est des destinées qui semblent dictées par les hasards de la faveur et des alliances du cœur. Vous-même, bien que d'illustres maisons et dotés de toutes les grâces de votre siècle, eûtes à attendre l'heure propice, où s'ouvrirait à vous une place digne de vos talents. Cette heure vint-elle avec l'ascension de la famille de Polignac,
et plus particulièrement de la duchesse, favorite de la reine? Vous touchez là à l'un de ces mystères de la cour où la fortune d'un homme se noue souvent dans le secret d'un sourire échangé ou d'une faveur donnée sans préméditation. Les Polignac, en effet, furent la clé qui ouvrit bien des portes, et leur règne auprès de la reine ne fut pas moins assuré que celui d'un ministre. Mais ne croyez pas que tout fut intrigue et calcul. Yolande de Polastron, duchesse de Polignac, conquit Marie-Antoinette, non point par artifice, mais par une grâce naturelle, un abandon charmant qui trancha sur les prudences mesurées des autres dames de la cour. Elle ne cherchait point la faveur, elle la reçut sans effort, elle ne quémandait rien, et tout lui fut donné. Comment eût-on résisté à un charme si pur, à une douceur qui, sous son apparente indifférence, cachait une fermeté inébranlable? On dit pourtant que, derrière elle, ce fut tout un clan qui s'imposa au roi et à la reine. Une suite de parents et d'amis qui, sous prétexte d'entourer leur cher ami, trouvèrent à Versailles 1000 douceurs et 1000 avantages. Madame, quel favori, dis-je, ne traîne pas dans son ombre une cohorte avide de s'échauffer à son rayonnement? C'est la loi immuable de la cour. Là où s'élève une étoile, gravitent autour d'elle ceux qui espèrent capter un reflet de sa lumière. Oui, il y eut des cousins, des belles-sœurs, des amis plus ou moins dignes de la faveur qui leur échut. Mais ce ne fut pas un clan fermé. Ce fut une société choisie, où l'esprit et le goût comptaient autant que la naissance. Le comte d'Artois lui-même, frère du roi, s'y plut tant qu'il y fixa sa préférence pour l'une des dames de ce cercle, la languissante et tendre Madame de Polastron. Que voulez-vous, madame? La nature a horreur du vide, et la cour plus encore. Vous-même, monsieur, trouvâtes en cette compagnie un asile où vos talents furent justement appréciés. Que n'ai-je pu dire à la postérité combien ces années furent exquises? Ce n'étaient point de vains amusements que ceux que nous goûtions à Trianon et dans ces cercles où l'art de plaire se perfectionnait comme une science. Je ne sais si je fus digne de la place que l'on me fit auprès de la reine et de ses intimes, mais du moins puis-je dire que jamais je ne faillis à la délicatesse qu'exigeaient de tels honneurs. Il est vrai que je chantais, que je lisais les vers avec quelque agrément, que j'excellais à conter ces anecdotes charmantes où l'on enferme une pensée dans un sourire. Ah, madame, ces talents semblent aujourd'hui frivoles. On leur préfère la rhétorique sévère des tribunes et les discours pompeux des législateurs. Mais, croyez-moi, il y a eu plus d'esprit dans nos badinages que dans bien des constitutions écrites à la hâte sous l'emprise de l'orage. Vous semblez regretter ce temps, monsieur. Était-ce donc une époque si heureuse? Heureuse? Ah, madame, que savons-nous du bonheur avant qu'il ne soit perdu? Nous vivions comme l'on danse au bord d'un précipice, sans voir la profondeur de l'abîme qui nous attendait. Marie-Antoinette, dans son désir candide d'échapper aux rigueurs de l'étiquette, avait cru trouver dans la duchesse de Polignac et son cercle une famille de substitution, plus tendre, plus sincère, plus humaine que celle que lui imposait son rang. Qui peut la blâmer d'avoir cherché un refuge dans cette amitié, dans cette société où l'on parlait bas, où l'on riait librement, où le plaisir n'était pas un spectacle, mais un partage? Nous ne comprîmes pas que cette insouciance, ce goût de l'intimité, ce bonheur que nous croyions paisible, n'était qu'un affront de plus au regard de ceux qui, au loin, murmuraient contre Versailles. Vous parlez avec tant de mélancolie que l'on croirait entendre un homme survivant à son propre monde. N'est-ce point, madame, le sort de tous ceux qui ont aimé une époque que le destin a balayée? Voyez ce qu'il nous reste, des accusations, des pamphlets, des jugements sévères portés par des hommes qui ne connurent rien des douceurs de notre temps. Mais, en vérité, madame, si l'on nous condamnait aujourd'hui à rejouer l'histoire, je ne crois pas que nous agirions autrement. Nous aimerions encore, nous chanterions encore, nous ririons encore, car il est dans la nature humaine de saisir la beauté d'un instant sans toujours voir l'ombre qui le menace. Ainsi donc, monsieur, vous ne regrettez rien? Je regrette une chose. Je regrette que tant d'hommes aient cru pouvoir bâtir un monde sans grâce, sans galanterie, sans légèreté. Car croyez-moi, madame,
Si la politique façonne les empires, c'est l'esprit qui façonne les civilisations. Monsieur le comte, vous fûtes non seulement un homme de cour, mais aussi un homme de sentiment, et certains diraient un homme d'inclination. À Versailles, sous le règne de Sa Majesté Louis XVI, il était de bon ton d'exalter les amitiés choisies, ces affections distinguées, qui, sans toujours oser se nommer amour, n'en avaient pas moins la constance et l'ardeur. Votre attachement pour la duchesse de Polignac fut de ceux-là. Que diriez-vous à ceux qui, aujourd'hui encore, s'interrogent sur la nature exacte de vos liens? Ah, que voilà une question bien moderne et cependant si ancienne. Depuis que le monde est monde, ne cherche-t-on pas à savoir où finit l'amitié et où commence l'amour? À la cour de Versailles, nous avions cette grâce de ne point toujours distinguer nettement ces frontières. Que voulez-vous? Il est de certaines âmes d'être nées pour la confidence, pour l'échange secret d'une pensée, pour cette communauté d'élan qui fait que deux êtres se comprennent d'un regard et s'illuminent d'un même feu. J'eus ce bonheur, madame, auprès de la duchesse de Polignac. Mais je vous arrête. Ne croyez pas que cette inclination ait eu la trivialité des attachements grossiers. Elle n'était point de ces passions qui consument et qui scandalisent. Elle appartenait à cette exquise nuance où l'intimité des cœurs se passe de serment, où le sentiment, loin d'être une servitude, devient un refuge contre l'ennui et la fadeur d'un monde réglé par la bienséance et les convenances. Il se dit pourtant que l'époque ne reconnaissait plus dans le mariage qu'un contrat de raison, et que c'est ailleurs que l'on cherchait l'écho de ces véritables inclinations. Était-ce donc là une philosophie que vous partagiez? Si la philosophie se mêle de gouverner le cœur humain, qu'on me permette de dire qu'elle le fait avec fort peu de discernement. Nos pères liaient les destins par la volonté des familles. Nous avons voulu lier les âmes par celle de la nature. Est-ce une erreur? Est-ce un progrès? Que sait-on jamais de ce qui est juste en matière d'amour? Ce que je puis vous dire, c'est que nous n'étions ni des libertins aveugles, ni des moralistes rigides. Nous étions sensibles, madame. C'était là le grand mot, le mot magique de notre siècle, celui qui excusait les écarts, qui justifiait les attachements, qui donnait aux serments échappés, dans un murmure, l'éclat des engagements éternels. Vous évoquez la sensibilité, monsieur, comme un principe supérieur aux règles de la morale commune. Mais enfin, cette sensibilité n'a-t-elle pas conduit bien des âmes aux illusions et bien des cœurs au naufrage? Toute belle chose porte en elle un péril. La sensibilité telle que nous l'entendions n'était pas la licence. Elle était une délicatesse, une exigence du cœur qui refusait la sécheresse des arrangements imposés. Certes, il y a eu des malentendus, des douleurs secrètes, des déchirements. Mais dites-moi, madame, les cœurs bien rangés sont-ils exempts de chagrin? Voyez ces unions fondées sur la seule raison. Combien y trouve-t-on d'affections sincères? Combien d'épouses ne voient en leur mari qu'un nom, un bien, une charge imposée par la famille? Ce que nous voulions, ce que nous cherchions, c'était un lien plus tendre, plus vrai, qui fit du mariage un doux asile et non une simple obligation sociale. Vous vous défendez avec tant d'adresse que l'on pourrait croire à une justification. Mais enfin, monsieur, ne niez-vous point que votre amitié pour la duchesse de Polignac fut d'une constance bien particulière? Madame, s'il y a quelque chose dont je ne me défends pas, c'est d'avoir eu pour Madame de Polignac un attachement qui ne se démentit jamais. Elle fut pour moi ce que peu de femmes savent être. Une amie dans toute la grandeur du terme, une confidente qui comprenait sans juger, une âme qui savait répondre aux échos de la mienne sans jamais troubler son harmonie. Que l'on me pardonne, mais les amitiés de cette nature sont plus rares que l'amour lui-même. L'amour passe, se brise, se consume. L'amitié, lorsqu'elle atteint ce degré de perfection, devient une seconde nature. Pourtant, la cour ne fut jamais avare de jugement. On vous prêta 1000 légèretés, 1000 caprices. Votre nom fut murmuré à côté de celui de Madame de Chalon, et même de la célèbre Madame Vigée-Lebrun. Que voulez-vous? Les beaux esprits de Versailles ne vivaient que de conjectures et de soupçons. Qu'un homme soit courtois, qu'il sache plaire, qu'il prête quelque grâce à une conversation, et aussitôt on lui suppose des conquêtes innombrables. Il est vrai que j'aimais les femmes d'esprit,
celles qui savaient répliquer avec grâce, celles qui ne se contentaient pas de leur beauté, mais l'ornaient encore d'une finesse supérieure. Oui, Madame de Châlons fut une amie, et Madame Vigée-Lebrun un talent que j'admirais. Mais ces hommages que l'on croit toujours intéressés n'étaient souvent que la révérence naturelle d'un homme qui chérit l'intelligence et la beauté là où il les trouve. Ainsi, votre nom s'attacha à la duchesse de Polignac non par la passion, mais par un choix plus profond? Madame, si la postérité devait me juger, j'aimerais qu'elle dise que je fus auprès de Madame de Polignac ce que peu d'hommes savent être, un ami véritable. Et si d'aucuns s'obstinent à y voir autre chose, qu'ils se souviennent au moins que l'amitié, lorsqu'elle atteint les hauteurs où nous la portâmes, n'a point besoin d'autre justification que son évidence même. Monsieur le comte, il est des destins que l'on croirait tracés par la main d'un romancier, tant ils sont faits de revirements inattendus, d'ombre et de lumière. Votre liaison avec Madame de Polignac est de celle-là. Il se murmure qu'avant de tomber sous le charme de cette dame si recherchée, vous aviez, dans votre jeunesse, dédaigné une certaine demoiselle de Polastron, qui n'était autre que la cousine de votre future passion. La vie aime parfois à jouer avec nos certitudes, et les cœurs fiers sont souvent pris au piège de leur propre jugement. Il est vrai que l'on me destina un temps à une alliance avec mademoiselle de Polastron, et que jeune et imprudent que j'étais, je me laissais aller à une critique bien légère et sans doute injuste sur celle qui n'était alors qu'une enfant. Que voulez-vous? La jeunesse, en son arrogance, croit pouvoir lire l'avenir sur un visage à peine éclos. Mais, madame, la femme et l'enfant ne sont pas une seule et même créature. Le temps, ce maître ingénieux, embellit, polit, révèle. Quelques années plus tard, lorsque je la revis, devenue cette beauté exquise qui enflamma tant de cœurs, je ne sus d'abord la reconnaître. Quel trouble, quel étonnement lorsque son nom me fut révélé. Ah, madame, je compris alors combien mes jugements avaient été précipités, et dès lors, je dus à cette dame ce que l'on doit toujours à la beauté qui nous surprend, une admiration sans bornes, une fidélité d'âme qui ne devait point se démentir. Cependant, ce n'est point cette cousine qui devait partager votre destin, mais bien Madame de Polignac, auprès de qui vous fûtes de toutes les heures, de tous les instants. En effet, madame, il est des affections que le hasard impose et d'autres que l'âme choisit. Madame de Polignac fut, pour moi, plus qu'une amie, plus qu'une passion. Elle fut la tendresse même sous sa forme la plus achevée. Elle avait cette douceur exquise qui apaise sans lasser, ce charme qui éclaire sans éblouir. Sa faveur auprès de la reine, loin d'être la conséquence d'intrigues, était l'effet naturel de ce caractère à la fois léger et profond, de cette élégance qui n'avait rien d'affecté, de cette gaieté qui n'excluait ni la finesse, ni l'esprit. Que l'on murmure ce que l'on voudra. Si je ne me suis point marié, ce fut sans doute par inclination à demeurer libre de toute autre attache que celle que mon cœur avait choisie. Cette fidélité, monsieur, ne fut point stérile. Elle vous valut la bienveillance de la reine, et plus encore, celle du comte d'Artois, frère du roi, qui ne vous fut point ingrat. La cour est une scène où l'on doit savoir jouer son rôle avec adresse et intelligence. Je n'ai point cherché la faveur, mais j'ai su la reconnaître lorsqu'elle s'offrit à moi. Il est vrai que, grâce à Madame de Polignac, je fus distingué par Sa Majesté la Reine, et que le comte d'Artois, ce prince si aimable et si vif, trouva en moi un ami sûr et agréable. L'on dit que je sus tirer profit des circonstances. Faut-il s'en excuser, madame? Est-il blâmable de savoir répondre à l'amitié d'un prince, d'accueillir ce qu'il offre avec gratitude et décence? Les 30 000 livres de pension que l'on m'accorda furent, dit-on, obtenus sous un prétexte habile. Et alors? Est-ce crime que d'user de finesse lorsqu'il s'agit de maintenir son rang et sa splendeur? En somme, monsieur, vous assumiez avec un art consommé ce que d'aucuns appelleraient l'intelligence des opportunités. Madame, dans une cour, l'intelligence des opportunités est la première des vertus. Que l'on ne s'y trompe point, l'ingratitude d'un monarque,
l'indifférence d'un ministre peuvent en un instant précipiter l'homme le plus brillant dans l'oubli. Il faut savoir non seulement briller, mais durer. J'ai accepté les honneurs que l'on m'a offerts, et j'ai su, en retour, en être digne. Maréchal de camp, grand fauconnier du roi. Ah, madame, cette dernière charge était plus un ornement qu'une fonction véritable, car la chasse au vol n'était plus guère en usage. Mais qu'importe, recevoir solennellement les gerfauds d'Islande offerts à sa majesté était encore une marque du faste qui entourait nos traditions. Ainsi donc, monsieur le comte, vous fûtes tout à la fois un homme d'esprit, un homme de cour et un homme d'inclination. Vous avez aimé, vous avez brillé, vous avez su exister dans un monde où tant se perdait. Madame, que reste-t-il de nous, sinon les souvenirs que l'on daigne conserver? Que diront de moi les siècles à venir? Que je fus courtisan? Sans doute. Que j'aimais la fortune et l'amitié des grands? Assurément. Mais j'espère encore que l'on retiendra ceci, que je fus fidèle, fidèle aux miens, fidèle à mes affections, fidèle à ce monde raffiné qui vit ses dernières heures sous le sourire de Marie-Antoinette. Et si l'on doit me reprocher d'avoir vécu dans l'éclat et l'aisance, que l'on se souvienne que ce siècle fut le dernier où l'on sut être heureux avec élégance. Monsieur le comte, il semble qu'à Versailles, votre fortune ait suivi une ascension aussi éclatante que naturelle. Vous fûtes un hôte privilégié, un ami fidèle, et les faveurs royales vinrent couronner cette place que vous aviez su conquérir auprès des plus hautes figures de la cour. Mais au-delà des charges et des honneurs, il est une scène qui témoigne mieux que toute autre de votre intimité avec Madame de Polignac, et, par extension, avec la reine elle-même, la naissance du fils de la favorite dans votre propre demeure. Quelle époque exquise fut celle où la cour, loin d'être un théâtre d'intrigues uniquement politiques, était aussi une société d'amitié choisie, de fidélité précieuse, d'élan sincère. Oui, Madame de Polignac me fit l'honneur d'accepter l'hospitalité de ma maison pour donner naissance à son enfant, et ce fut là un moment de grâce où se mêlaient tendresse et reconnaissance. Voyez, madame, quelle marque incomparable de bienveillance nous fit alors la reine. Non seulement elle vint elle-même veiller aux côtés de son ami, mais elle entraîna avec elle toute la cour jusqu'à Sa Majesté le roi lui-même, qui, chose rare, daigna se rendre auprès de la nouvelle mère. Ah, que d'âmes rigides et sévères ont voulu voir dans cette affection un caprice, un favoritisme déplacé. Mais ne comprenaient-elles donc pas que dans ce monde où tout était réglé, ordonné, surveillé, la reine, cette femme encore si jeune, trouvait dans Madame de Polignac un refuge contre la froideur du protocole et le poids des couronnes? Cette faveur éclatante que vous partagiez avec votre ami ne tarda pas à vous valoir, à vous aussi, quelques distinctions remarquables. L'on vous vit recevoir le cordon bleu, puis être nommé gouverneur de la citadelle de Lille, avec des appointements confortables. Je sais bien ce que l'on murmura dans les salons et dans les pamphlets qui circulaient avec tant de malveillance. Que l'on ait voulu voir en moi un ambitieux soucieux de tirer profit de la fortune de mes amis, soit. Mais dites-moi, est-il un homme à la cour qui refuse les honneurs que lui confère la bienveillance royale? Le cordon bleu, cette marque suprême de distinction, ne se donne point à la légère. Il faut avoir quelque chose mérité, fût-ce par l'élégance des manières, par l'art de plaire, ou par la constance d'une fidélité éprouvée. Quant à la charge de gouverneur de Lille, elle n'était point de ces postes exigeant une rude activité, mais elle ajoutait à mon rang, elle consolidait cette place que j'avais su obtenir non par ruse, mais par le jeu naturel des inclinations et des affections. À ces amitiés précieuses vint s'ajouter une autre alliance, celle du comte d'Artois, frère du roi, dont la présence auprès de votre cercle devint de plus en plus constante. Ah, madame, le comte d'Artois, ce prince charmant, ce brillant étourdi, ce modèle de l'élégance et de l'entrain, il était impossible de ne point succomber à sa vivacité, à son esprit vif, à cette manière si naturelle qu'il avait d'abolir les distances. Il s'attacha bientôt au cercle de Madame de Polignac, mais plus encore à sa cousine, Madame de Polastron, qui sut toucher son cœur d'une douceur que l'on aurait pu croire incompatible
avec son caractère enjoué. Vous comprendrez, madame, qu'ayant toujours considéré madame de Polastron comme une sœur, je me sentis naturellement protecteur de cette liaison naissante. Il n'était point d'usage à la cour que l'on mît un frein aux inclinations d'un prince du sang, mais enfin il convenait que cette passion eût une mesure, une décence, et je me fis un devoir d'être le garant de cette harmonie. Mais bien au-delà de cette affaire de cœur, il y eut entre le comte d'Artois et moi une véritable amitié, forgée dans ses plaisirs de la cour, mais aussi dans l'épreuve. Vous faites allusion au siège de Gibraltar, où vous suivîtes ce prince en Espagne. Voilà qui pouvait surprendre, vous que l'on connaissait davantage pour votre aisance dans les salons que pour votre goût des campagnes militaires. Je n'eus jamais la prétention d'être un homme de guerre, mais enfin, lorsque l'amitié et l'honneur le commandent, un gentilhomme ne se dérobe point. Lorsque le comte d'Artois manifesta son désir de partir pour l'Espagne, il était impensable que je ne l'accompagnasse point. Que l'on ne croie pas qu'il s'agissait d'une simple parade. Nous vîmes les tranchées, nous fûmes sous le feu ennemi, nous partageâmes, pour un temps du moins, les rigueurs de cette vie que j'avais d'abord laissée aux soldats de profession. Ce furent des jours marqués par un mélange singulier de gravité et d'enthousiasme. Il est vrai que le comte d'Artois, même au milieu des canons et des batteries ennemies, n'oubliait jamais d'être ce qu'il était, un prince qui voulait briller en tout, fût-ce sous les balles. Ah, madame, comme il était beau alors, jeune, ardent, insouciant. Nous n'imaginions pas que ces jours de fougue et de gloire allaient s'éteindre si vite dans l'orage qui montait déjà sur la France. Vous parlez avec une émotion non feinte, monsieur. Cette époque fut-elle donc la dernière où vous goûtâtes sans inquiétude aux douceurs de la faveur et de l'amitié? Madame, le bonheur est souvent une illusion que l'on ne reconnaît qu'une fois qu'elle s'est dissipée. Versailles était encore debout, la reine souriait, les danses continuaient à Trianon, et pourtant, le vent avait tourné. Peut-être aurions-nous dû voir, dans ces amitiés si précieuses, dans ces honneurs si aisément obtenus, les signes d'un monde à bout de souffle. Mais qui veut croire que le festin va s'achever? Qui devine que l'heure de la lumière touche à son terme? J'eus, madame, ce rare privilège de vivre dans un temps où la faveur ne se quémandait pas, où elle se donnait par inclination, où les cœurs et les esprits se répondaient sans calcul. Si cela fut une faute, je l'assume. Mais je vous le demande. Qui, ayant connu la douceur de ces jours, pourrait jamais s'en repentir? Monsieur le comte, l'histoire vous a souvent placé dans l'ombre de Marie-Antoinette, non point comme un favori en titre, mais comme un homme dont l'influence, bien que discrète, se faisait sentir dans les cercles les plus intimes de la reine. Certains vous décrivent comme un maître sans couronne, un régent de la société choisie qui entourait Sa Majesté dans ses retraites de Trianon. Était-ce là un rôle que vous assumiez consciemment? L'on prête toujours aux hommes de cour plus d'ambition qu'ils n'en nourrissent réellement. Mon influence, si influence il y eut, ne fut point le fruit d'un calcul, mais l'effet naturel de ma position, de mes amitiés et de ce goût que j'avais pour les cercles où l'on savait allier la grâce à l'esprit. Oui, j'étais l'un des visages familiers de ces réunions où Marie-Antoinette venait chercher un peu de légèreté, loin des pesanteurs de l'étiquette et des soucis de la politique. Oui, il est vrai que ma présence dans l'appartement de madame de Polignac était une constante, et que Sa Majesté y trouvait un monde à son image, plus libre, plus sincère, moins contraint par les usages rigides de la cour. Mais, madame, ne croyez pas que j'aie jamais songé à m'imposer comme une autorité. Ce n'était point moi qui dirigeais ces cercles choisis, c'était leur humeur, leur goût, leur insouciance. L'on venait à nous, non parce que nous détenions quelque pouvoir formel, mais parce que nous incarnions cette douceur de vivre qui, pour un temps du moins, semblait être l'unique préoccupation de la reine et de son entourage. Pourtant, votre influence dépassait largement le cadre des plaisirs. Il se dit que votre voix pesait dans certaines décisions, notamment dans les jeux de faveur et de disgrâce qui animèrent la cour. Il est bien vrai que, dans ce monde où tout se faisait et se défaisait au gré des humeurs royales, un mot soufflé pouvait avoir plus de poids qu'un décret officiel. J'eus mes inimitiés, mes préférences,
et je ne nierai point que, parfois, l'avantage d'un ami ou la disgrâce d'un rival purent trouver quelque secours en moi. Voyez-vous, madame, je n'avais point l'esprit d'un homme d'État, je ne prétendais point réformer le royaume, ni même peser sur le cours des affaires publiques. Mais je connaissais les hommes, je savais leurs travers, leurs ambitions, leurs espérances. La politique générale me laissait indifférent, mais les intrigues de la cour, ces jeux subtils où se nouaient et se défaisaient les destins, voilà un domaine où il était impossible de demeurer spectateur. Que l'on m'accuse d'avoir favorisé ceux qui m'étaient chers, soit. Que l'on me reproche d'avoir usé de mon crédit pour obtenir des grâces ou écarter des importuns, je l'admets. Mais, madame, est-ce donc un crime, dans un monde régi par la faveur, que d'en comprendre les rouages et d'en user avec adresse? Cette adresse, toutefois, ne vous valut pas que des amis. Il se dit que Marie-Antoinette elle-même, malgré la bienveillance qu'elle vous accordait, ne vous donna jamais sa pleine confiance. Ah, il est des cœurs où l'on ne peut prétendre entrer, et celui de la reine était de ceux-là. Marie-Antoinette me connaissait trop pour m'ignorer, mais peut-être aussi trop pour m'accorder cette confiance sans réserve qu'elle avait pour d'autres. Elle sentait, avec cette intuition propre aux âmes fines, que mon attachement n'avait pas cette exclusivité qu'elle exigeait de ses plus proches. J'étais un homme du monde, madame, et non un serviteur dévoué. J'aimais les plaisirs, j'aimais la liberté, j'aimais cette indépendance qui me permettait d'être tout à la fois présent et insaisissable. Or, la reine, bien qu'elle se plût à notre compagnie, avait besoin d'affection plus profonde, plus exclusive. Peut-être sentait-elle que mon cœur n'eût jamais pu lui appartenir tout entier, et cela, je crois, fut la source de cette distance qui, avec le temps, devint une véritable mésintelligence. Une mésintelligence, dites-vous? Pourtant, jamais votre nom ne fut cité parmi ceux des ennemis de la reine. Non, madame, car jamais je ne fus son ennemi. Mais je fus, en quelque sorte, un esprit libre dans un monde où l'on attendait des fidélités absolues. Marie-Antoinette aimait les âmes qui lui étaient tout entières dévouées. Moi, madame, je n'ai jamais appartenu qu'à moi-même. Mais vous jouissiez d'un crédit immense, notamment par votre lien avec Madame de Polignac. Si ce crédit m'apporta des honneurs, il me valut aussi bien des jalousies. Ce monde où tout se réglait en sourdine, où les noms suggérés dans un salon finissaient sur les lèvres du roi, où une disgrâce pouvait naître d'une simple parole dite à propos, ce monde, madame, était un monde impitoyable. Je fus un jour accusé d'avoir causé la chute du prince de Montbarret, et il est vrai que j'eus quelque plaisir à voir disparaître un ministre qui refusait aux miens ce que je pensais leur être dû. Mais fallait-il être un naïf pour croire que l'on pouvait faire partie d'un cercle aussi intime que celui de Trianon sans, un jour ou l'autre, voir sa main peser sur les destinées d'autrui? Vous parlez avec une franchise rare, monsieur. N'avez-vous donc aucun regret d'avoir usé de cette influence occulte? Les regrets sont pour ceux qui ont vécu dans l'illusion. Moi, j'ai toujours su ce que j'étais. J'ai aimé la vie. J'ai aimé le faste. J'ai aimé ces cercles où l'intelligence valait mieux qu'un titre et où l'esprit brillait plus qu'un uniforme. Si je devais avoir un regret, madame, ce ne serait pas d'avoir influencé, mais peut-être d'avoir cru, un instant, que ce monde durerait toujours. Versailles, Trianon, ces soirées enchantées où nous lisions des vers, où nous jouions la comédie, où nous pensions que rien ne viendrait troubler nos jeux, tout cela fut balayé. Et voyez ce qui nous remplace, madame, des hommes austères, des tribunaux implacables, des cœurs froids, qui ne savent plus ni aimer ni rire. Ah, madame, peut-être ai-je trop goûté à la douceur de vivre, mais si c'est un crime, alors j'aurais voulu que nous soyons tous coupables, et que jamais, jamais nous n'ayons cessé d'être heureux. Monsieur le comte, à vous entendre, votre vie à Versailles fut celle d'un homme d'esprit, d'élégance et de goût, un courtisan raffiné plutôt qu'un intrigant avide. Pourtant, votre nom revient dans les annales des grandes intrigues ministérielles, notamment dans l'élévation de Calonne au contrôle général des finances. On vous prête une influence décisive, et certains vont jusqu'à dire que votre main se trouvait dans bien des nominations et disgrâces.
qu'il est curieux de voir combien l'on aime à prêter aux courtisans un pouvoir qui, en vérité, n'est que l'écho de leur proximité avec ceux qui règnent. Il est vrai que j'eus pour Calonne une inclination sincère, et que je vis en lui un ministre propre à servir la cour dans l'esprit qui nous convenait, c'est-à-dire un esprit de magnificence, de grandeur, où la dépense n'était point un crime, mais un hommage rendu au faste de la monarchie. Que voulez-vous, madame? Le crédit, lorsqu'on l'a, s'emploie. Il est des hommes qui l'ignorent par scrupule, et d'autres qui l'épuisent par excès. J'ose croire que j'appartiens à une troisième catégorie, celle de ceux qui l'exercent avec naturel, sans y voir une arme, mais une conséquence de leur rang et de leur charme. Vous ne niez donc point avoir usé de cette influence pour faire et défaire les puissants? Madame, que serait une cour sans le doux tumulte des intrigues et des alliances secrètes? Vous m'interrogez sur mes interventions dans les destinées de quelques ministres, et je vous réponds que toute faveur s'obtient et se défend. Lorsque mon cousin, le marquis de Vaudreuil, fut injustement inquiété après la bataille des Saintes, je crus de mon devoir d'intervenir. Le maréchal de Castries, ministre de la Marine, semblait oublier d'où venait sa propre élévation. Je ne fis que le lui rappeler avec une certaine insistance, et si l'on veut y voir une outrecuidance, qu'on se souvienne que dans ce monde, la reconnaissance est une monnaie que l'on doit continuellement frapper pour éviter qu'elle ne s'évapore. Vous sembliez toutefois peu soucieux des affaires d'État, et bien plus préoccupé par les jeux de faveur que par la politique du royaume. Était-ce là une insouciance calculée? Madame, il est des hommes qui naissent pour gouverner, d'autres pour inspirer. J'étais de la seconde espèce. La politique, avec ses rigueurs, ses calculs, ses nécessités froides, ne me tenta jamais. Je laissais volontiers aux ministres le soin de débattre des finances et de l'administration du royaume, tandis que je m'occupais des affaires plus exquises, celles des cœurs, des grâces, des arts. Si l'on dit que mon nom se trouvait soufflé à l'oreille de la reine au moment de certaines décisions, c'est peut-être vrai. Mais, madame, je n'ai jamais cherché à faire un ministre, sinon lorsqu'il s'agissait de l'un des miens. Les affaires publiques ne m'intéressaient que lorsqu'elles croisaient mes affections personnelles. Justement, monsieur, votre fortune personnelle vous permit de mener une existence fastueuse, et pourtant, l'on sait que vos finances furent mises à rude épreuve. La couronne elle-même dut voler à votre secours. Ah, madame, que ceux qui me blâment pour cela se demandent donc si un gentilhomme de mon rang pouvait, sans honte, s'abaisser au calcul mesquin d'un financier. Nous étions de ceux qui donnaient sans compter, qui dépensaient avec cette insouciance magnifique qui fait le lustre d'un siècle. Je menais grand train, certes, mais était-ce donc un crime? Je recevais, j'offrais, je faisais de ma maison un lieu de splendeur et de gaieté. Les tableaux, les fêtes, les présents, tout cela n'était qu'un hommage à l'art de vivre. Lorsque l'orage vint, il fallut bien demander au roi et à Calonne un peu d'aide. 1200 000 livres, madame, une somme que d'aucuns auraient jugée ruineuse, mais qui, dans le cadre où je l'employais, n'était qu'un tribut nécessaire à l'éclat de la couronne elle-même. Et lorsque cette somme s'avéra insuffisante? Il fallut vendre quelques chefs-d'œuvre, et encore, Sa Majesté, avec cette délicatesse qui la caractérisait, racheta plusieurs de mes tableaux à prix d'or, non pour elle-même, mais pour m'éviter une gêne trop cuisante. Puis vinrent ces dettes contractées sur billets, 600 000 livres à rembourser d'urgence. Que faire? L'on s'adressa à Calonne, puis au comte d'Artois, qui consentit à prêter son nom afin que l'affaire fût réglée. Était-ce donc là un abus? Madame, dans ce monde où les princes distribuaient leur largesse comme un signe de leur propre éclat, comment aurait-on pu imaginer qu'un homme comme moi, qui vivait pour l'honneur et le raffinement, se laissât accabler par de vils soucis d'argent? On pourrait voir là une gestion imprudente, mais vous étiez loin d'être le seul. Pourtant, l'on vous reconnaît au moins une vertu rare, celle de n'avoir jamais exploité votre position pour un gain personnel sordide. L'appât du gain, ce souci bourgeois d'accumuler, mais toujours demeuré étranger. Ce que je prenais, je le redistribuais. Ce que je demandais, je le dépensais sans réserve.
En cela, j'ai toujours été fidèle à mon rang. Voyez Beaumarchais, ce génie plein de ruses, qui un jour se présenta à mon lever avec un projet de finance dont il voulait me faire le protecteur en échange d'une somme considérable. Je l'écoutai, puis je lui répondis simplement « Monsieur, vous ne pouviez venir dans un meilleur moment, car j'ai passé une bonne nuit et jamais je ne me suis mieux porté que ce matin. Hélas, je crains que ce bien-être ne disparaisse si je venais à accepter votre offre. Car voyez-vous, madame, si j'ai accepté les faveurs, les pensions et les appuis de la cour, jamais je ne me suis abaissé au commerce de l'intrigue vile. Je donnais autant que je recevais, et jamais mon âme ne fut entachée du vice de l'intérêt. » Ainsi donc, monsieur, vous fûtes un homme de prodigalité, d'influence et de fidélité au vôtre? Madame, j'ose le croire. L'on dira que j'ai trop aimé le luxe, que j'ai trop goûté à la douceur de vivre. Mais que m'importe? J'ai connu le plus beau des siècles. J'ai vu briller Versailles, j'ai entendu les rires de Trianon, j'ai tenu dans mes mains le dernier éclat de la monarchie avant qu'il ne s'éteigne. Si cela est un crime, alors je plaide coupable, madame. Mais quel bonheur ce fut d'avoir vécu ainsi. Le comte de Vaudreuil incarna, à bien des égards, l'essence même de la cour de Louis XVI. Un monde où la grâce tenait lieu de puissance, où la faveur valait mieux qu'un décret, où l'influence se mesurait à la subtilité des alliances et au raffinement des plaisirs. Protégé par la duchesse de Polignac, familier de la reine, intime du comte d'Artois, il navigua avec adresse entre les écueils d'une monarchie en sursis, s'assurant honneur, pension et charges, non par ambition déclarée, mais par cet art insaisissable du courtisan qui fait de l'instant un triomphe et de l'oisiveté une force. Mais si le comte de Vaudreuil joua avec éclat son rôle dans la dernière comédie de l'Ancien Régime, il ne vit peut-être pas que la scène était prête à s'effondrer sous ses pas. Le faste insouciant, les intrigues ministérielles, les largesses prises aux caisses de l'État, tout cela n'était que le reflet d'un monde qui dansait sur un volcan. La monarchie pouvait encore distribuer des pensions et des faveurs, mais déjà, au-delà des grilles de Versailles, montaient des murmures bien différents de ceux des salons, ceux d'un peuple qui ne se contentait plus d'être spectateur. Bientôt, les dîners fastueux, les représentations galantes de Trianon, les influences occultes et les jeux de faveur allaient se heurter à une réalité plus brutale. Ce monde de plaisir et de pouvoir sans responsabilité allait connaître son heure de vérité. L'élégance ne suffirait plus à masquer la crise, et même les plus habiles courtisans ne pourraient détourner l'inéluctable. Ainsi s'achève cette première partie, celle d'un règne sans nuages, où il brilla de tous ses feux. Mais déjà, l'histoire s'apprête à tourner la page. Ce qui fut légèreté deviendra fardeau, ce qui fut faste apparaîtra comme extravagance, et ceux qui régnaient sans sceptre devront bientôt affronter un monde où la faveur ne se donne plus, mais se défend.